Bien, nous sommes arrivés à la dernière partie de la séance d'aujourd'hui, celle consacrée à l'analyse des textes. Cette partie aujourd'hui sera probablement un peu plus longue que d'habitude et je m'en excuse, mais je pense qu'il est important de voir tout de suite certains textes et de les analyser un peu plus dans le détail. Euh, il y a une prémisse à faire, c'est-à-dire que à partir du XVIIe siècle, les éditions modernes modernisent la graphie. Donc la graphie des éditions que vous pouvez lire normalement ne correspond pas à la graphie des éditions originales du XVIIe siècle. Dans les extraits que je vous propose dans le dossier des textes, j'ai essayé de maintenir, dans les limites du possible, la graphie originale, justement parce que il s'agit d'un cours d'histoire de la langue. Il est important de voir comment les auteurs écrivaient à leur temps. Donc, j'ai refait pratiquement la graphie à partir des éditions originales. Une autre prémisse importante, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je le répète tout de même, nous analysons au cours des séances des extraits, des petits extraits des textes, et je vous laisse le soin de regarder un peu plus dans les détails tous les extraits que vous avez dans le dossier des textes. Je vous rappelle que tous les extraits sont utiles pour la préparation de l'examen. Donc, le dossier des textes, même les parties qui ne sont pas analysées directement dans les séances, doivent être lues et analysées par vous. Cela dit, je crois qu'on peut passer immédiatement au premier texte qui nous intéresse, qui est justement le texte des Malherbes, c'est-à-dire les commentaires des Malherbes. Vous voyez l'image affichée avec le texte des portes et les annotations de Malherbe. Je voudrais voir avec vous rapidement quelques exemples de ce qu'on a vu de manière théorique dans la première partie de la séance. Alors, je vous préviens, vous voyez la date 1600. La date, évidemment, est la date de publication du volume de Desportes, mais ça ne coïncide pas forcément avec la date des annotations. Donc, on ne sait pas, on ne connaît pas la date exacte des annotations. C'est en tout cas des annotations qui remontent aux premières années du XVIIe siècle, mais nous ne connaissons pas la date exacte. Alors, essayons de voir quelques exemples de l'attitude de Malherbe par rapport au texte de Desportes. Alors, comme vous voyez dans cette première fiche, c'est surtout la notion d'usage qui est mise en question, c'est-à-dire l'idée de Malherbe de retenir seulement les mots qui font partie de l'usage normal et non pas des mots archaïques ou des mots très particuliers qui sont utilisés normalement par les écrivains de textes littéraires. Notamment, vous voyez une première observation sur oui qui compte comme une syllabe, alors que Montaigne dit, dans d'autres exemples, ça compte pour deux syllabes. Malherbe dit que d'après lui, il est plus raisonnable que ce mot soit prononcé en deux syllabes, mais que l'usage doit être le maître. Donc lui-même se soumet, ainsi, pour ainsi dire, à l'usage du temps. Dans le deuxième exemple, nous voyons une notation à propos du mot arde, c'est-à-dire le verbe ardre, brûler. Et de manière très claire, Malherbe nous dit qu'il s'agit d'un mot archaïque, qu'il est hors d'usage et donc qu'il ne doit pas être utilisé par les écrivains. Dans les deux derniers exemples, par contre, nous voyons le critère pour établir l'usage. Évidemment, il ne s'agit pas, d'après Malherbe, d'utiliser les mots qui sont utilisés dans tous les domaines, donc surtout dans la langue populaire, mais d'établir un haut niveau d'usage. En fait, vous voyez que dans le cas de deux exemples que vous voyez là, c'est-à-dire le mot fallace et le mot muguet, Malherbe nous dit que d'un côté, il s'agit d'un mot peu courtisan
et donc qui n'a pas le droit d'être accepté dans sa conception d'usage. Et dans le deuxième exemple, il nous dit, avec d'autres mots, qu'il s'agit d'un mot bas et plébé qui peut être utilisé dans des textes comiques, finalement, mais pas dans un niveau élevé de texte littéraire. Donc, vous avez là, avec cette première fiche, une première idée des critères qui ont été utilisés par Malherbe pour établir comment dire, sa restriction du lexique de l'époque. Dans la deuxième fiche, par contre, nous voyons de manière un peu plus directe ce que nous avons dit dans la première partie de la séance à propos du refus de l'attitude à la métaphore typique de la Pléiade. En fait, surtout le premier exemple, je vous laisse le soin de lire l'extrait. Donc la première partie, évidemment, c'est le texte de Desportes. Et vous voyez qu'il s'agit en fait d'une longue métaphore très détaillée. Et Malherbe, dans ses observations, dans ses annotations, dit justement qu'il s'agit d'une métaphore trop continuée qui doit donc être évitée. Dans les autres exemples, nous voyons par contre, encore une fois, ces critères pour établir les mots qui ont droit à être inclus dans son idée de lexique. Par exemple, le mot bénigne, d'après Malherbe, c'est un mot qu'il faudrait éliminer de l'écriture parce que il a déjà été éliminé du langage. Donc, il ne fait pas partie du langage courant, du langage de l'époque, et donc c'est un mot qu'il ne faut pas utiliser. Intéressant par contre de remarquer que dans les deux derniers exemples, nous voyons que la norme de Malherbe se fonde sur une langue unitaire, mais établie à partir de l'usage parisien en principe. Vous voyez que le mot filet, il y a deux observations sur le mot filet, c'est-à-dire filet pour fil, mal. Donc vous voyez déjà la teneur des annotations. Il dit en fait que filet signifie un objet qui est fait pour prendre des poissons ou des oiseaux. Et ça ne peut pas avoir le sens que Desportes veut lui attribuer ici, c'est-à-dire tout simplement le sens de fil. Il ajoute que dans quelques dialectes, on peut trouver le mot filet dans le sens de fil, mais ce n'est pas du vrai français. Donc voilà encore un critère assez étroit établi par Malherbe. Et dans le dernier exemple, vous voyez le mot fier qui devrait signifier dans le texte de Desportes joyeux. Et Malherbe nous dit que c'est un mot typique de Normandie qui n'est pas accepté ailleurs et donc qu'on devrait éviter. Voilà, alors dans ces deux premières fiches, nous avons vu, avec quelques exemples concrets, quel est le type de travail que Malherbe fait sur la langue en partant justement de textes littéraires très connus comme le texte des œuvres de Desportes. Nous pouvons maintenant passer à un deuxième auteur, c'est-à-dire à Charles Sorel. Nous commençons par une fiche consacrée à un extrait de l'histoire comique de Francion pour remarquer quelles sont les attitudes orthographiques. Alors, j'en ai déjà parlé de manière théorique au début de la séance. Là, je vous montre quelques exemples pratiques de ce que je vous avais dit, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de retour en arrière, de recul par rapport à la conscience orthographique. Certains conquêtes qu'on avait déjà atteints à la fin du XVIe siècle sont perdus d'une certaine manière à cause d'un manque d'attention, si vous voulez. Alors, je dois vous prévenir d'une chose, l'édition de l'histoire comique de Francion de Charles Sorel a connu 3 éditions successives de son vivant. Une première édition en 1626, suivie par, pardon, une première édition en 623, suivie par une deuxième édition augmentée en 1626 et une dernière édition en 1633.
Moi, j'ai trouvé en ligne l'édition intermédiaire du 1626. C'est sur cette édition que je fonde la graphie que vous pouvez voir dans la fiche et dans l'extrait du dossier des textes. Une autre chose intéressante à remarquer, c'est que, comme je vous avais dit, Charles Sorel a des ambitions érudites. Il voudrait lier son nom non pas à ses œuvres comiques, mais plutôt à ses œuvres de doctrine et à ses œuvres théoriques. Donc, pour cette raison, un ouvrage comme l'Histoire comique de Francion a été publié de manière anonyme tout d'abord, c'est-à-dire l'édition du 1623, et ensuite avec un pseudonyme, Nicolas de Moulinet. C'est juste une curiosité pour vous faire remarquer que même si aujourd'hui le nom de Sorel est plutôt connu justement pour ce type de texte, ce n'était pas les textes auxquels il tenait le plus. Il voulait lier son nom à son attitude critique et à son attitude théorique. Mais revenons au texte de l'Histoire comique de Francion pour remarquer que il s'agit là donc de l'orthographie de la première moitié du siècle. Quand je vous ai dit, c'est une orthographie encore archaïque qui ne montre pas beaucoup de progrès par rapport au siècle précédent. Par exemple, nous voyons que l'accent grave est utilisé assez rarement et de fait uniquement pour distinguer la préposition à par rapport au verbe avoir. Vous voyez que c'est pratiquement le seul endroit où l'on trouve l'accent grave. Même chose pour les accents circonflexes. Il n'y a pas d'accent circonflexe utilisé dans les textes de Sorel, alors qu'on avait déjà vu que l'accent circonflexe avait été introduit dans certaines éditions du XVIe siècle. On constate encore un recours assez important au, à l'Y qui remplace le I normal dans plusieurs occasions, notamment par exemple à la fin du pronom lui, vous le voyez beaucoup de fois, ici, ici et ailleurs, mais par exemple aussi dans aimer avec l'accent, avec le Y au lieu du I. Encore une autre chose qu'on constate, ben vous voyez jouir aussi avec le Y. Une autre chose qu'on constate, c'est qu'on n'a pas encore introduit de manière définitive la consonne finale, le T et le D, dans des formes telles que contentement. On utilise encore la graphie archaïque avec le S immédiatement après le N, donc sans le recours à la consonne étymologique T. D'autres caractéristiques qu'on remarque dans le texte de Sorel, c'est par exemple le manque de distinction entre I et J. Vous voyez que il n'y a pratiquement pas de J. Il y a jamais ici, jamais. Il y a ie à la place de je. Il y a jouir à la place de jouir. Donc toute une série de formes dans lesquelles le J moderne est encore exprimé par le I. Pour ce qui est de la distinction entre U et V, il y a quelques exemples de distinction entre U et V, mais il y a encore beaucoup de confusion. Notamment, on constate par exemple que à chaque fois la forme 1, une, est écrite avec un V. Alors que, par exemple, la forme avec est écrite toujours avec un U. Ainsi que le verbe avouer, que vous voyez là, est écrit avec un U à la place du V. Finalement, une dernière chose, c'est la présence de voyelles étymologiques, de consonnes étymologiques qui ne sont plus prononcées. On a vu que déjà au cours du XVIe siècle, certaines de ces consonnes avaient été éliminées. Or, Sorel, ou en tout cas l'imprimeur de Sorel, en utilise encore, notamment dans le mot dit, qui est écrit avec un C, toujours. Et si nous reprenons encore le mot avouer, qui reviendra aussi ensuite dans d'autres textes, vous voyez que oui, le V est remplacé par un U, mais qu'on conserve par exemple le D étymologique.
Donc avouer, même si ce D n'est plus prononcé, est encore écrit avec le D. Finalement, on constate l'emploi du tréma, hein, l'emploi du tréma pour souligner le hiatus. Jouir, on met c'est un mot en deux syllabes, et pour remarquer qu'il s'agit de deux syllabes, on met le tréma sur le U, ainsi que avoue, qui est trisyllabique. Pour remarquer qu'il s'agit d'un mot trisyllabique, on met le tréma sur le U. Alors, ce sont les observations du point de vue phonétique, mais au-delà de cette orthographe, disons, encore un peu archaïsante, on peut remarquer que le lexique et la syntaxe, quand vous lirez le passage, vous pourrez remarquer que le lexique et la syntaxe sont en train de se moderniser et que les textes deviennent de plus en plus compréhensibles. Donc, de toute façon, on s'approche, on voit que le travail qu'on est en train de faire sur la langue au XVIIe siècle, la langue se rapproche de plus en plus à la forme qu'elle aura en français moderne. Bien, alors nous pouvons passer à la deuxième fiche consacrée à Sorel. Euh, Encore une fois, je répète l'observation qui vaudra aussi pour les autres auteurs. Vous pourrez constater que le XVIIe siècle est le siècle de la critique littéraire. C'est-à-dire que le débat critique, la querelle critique est omniprésente dans la discussion des textes, de la langue, de la littérature, etc. Et donc, j'ai essayé, dans les extraits choisis pour le dossier des textes, de mettre souvent l'un à côté de l'autre un texte qui est plutôt intéressant pour sa nature littéraire et pour sa nature euh, phonétique et orthographique, et de l'autre côté, d'autres textes de mêmes auteurs qui, par contre, sont des textes théoriques et critiques, comme celui-ci de Sorel. Vous voyez la date, c'est un texte assez tardif, publié en 1671, donc vers la fin de la vie de Sorel. Et c'est un texte qui nous intéresse pour son contenu théorique. Donc, dans ce cas, j'ai laissé le texte dans la version modernisée sans me préoccuper de rétablir la graphie archaïque, parce que ce qui nous intéresse est surtout le contenu théorique. Et en particulier, l'idée de style et d'éloquence proposée par Sorel, qui n'est pas très loin de celle proposée par Malherbe, même si elle est peut-être un peu plus prudente du point de vue de la nouveauté, et il n'arrive pas à l'idée de censure qui était par contre plus typique de Malherbe. On a déjà lu une petite phrase de ce texte, mais je vous prie de remarquer le parti souligné en vert. Vous voyez que on parle de certains textes qui doivent être d'un style naïf, qui est leur vrai ornement. C'est-à-dire que Sorel aussi, comme Malherbe, refuse un peu l'excès de rhétorique, l'excès des métaphores. Et il dit que un texte, pour être efficace, doit être écrit dans un style simple. Le texte doit être fondé sur la force des raisons et non pas sur leur nombre. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Et encore, il parle de langage naturel. Un langage naturel qui est beaucoup plus efficace que le langage enflé, comme vous voyez, dont la plupart du monde fait tant d'estime. Et dans la deuxième partie de l'extrait, toujours souligné en vert, vous voyez un jugement très critique justement sur le style métaphorique que beaucoup d'écrivains de ce temps utilisent encore. Donc finalement, vous voyez que d'un point de vue de la théorie et de la critique du style et de la langue, Sorel se rapproche pas mal de l'idée de Malherbe. Il faut éviter donc l'excès de rhétorique, il faut utiliser une langue naturelle et pas trop chargée, il faut se fonder sur la force des raisons plutôt que sur les effets de style, pour ainsi dire. Finalement, il est intéressant de remarquer que Sorel a une attitude très morale sur l'idée d'écriture. C'est-à-dire que plus que le style très pompeux, très rhétorique, il est important d'avoir, d'après lui, une bonne matière sur laquelle écrire.
et il en souligne l'aspect moral, c'est-à-dire qu'une matière est bonne quand elle a quelque chose à dire d'un point de vue moral. Il ignore quelque peu la question esthétique qui, par contre, deviendra centrale dans la suite, donc à la fin du XVIIe siècle et dans les siècles suivants. Cela dit, nous pouvons passer, je crois, au texte de Molière. Alors, on n'a pas parlé de Molière en réalité dans la partie rhétorique parce que Molière, finalement, n'est pas un auteur fondamental pour l'histoire de la langue. Mais il est important pour l'histoire de la langue, par exemple, parce que c'est à lui qu'on doit la définition de préciosité de ce mouvement dans sa pièce Les Précieuses Ridicules du 1659. Et là, vous avez quelques exemples. Avant de passer aux traits qui caractérisent le mouvement précieux, je voudrais faire tout de même des remarques du point de vue de l'orthographe, encore une fois. Vous voyez que Molière commence à utiliser, c'est un texte donc déjà de la deuxième moitié du siècle, et commence à reprendre l'accent circonflexe, par exemple de la forme pu et de la forme pati. Le but de l'accent circonflexe est toujours le même, celui qui avait été déjà décrit au XVIe siècle, c'est-à-dire de marquer l'allongement des voyelles lorsqu'il y a une élimination d'une voyelle en hiatus, comme c'est le cas de pu, ou d'une autre consonne, comme c'est le cas de pâtir. On constate aussi que l'accent, ce n'est pas dans l'extrait que vous avez, malheureusement, mais vous pouvez le trouver dans d'autres passages du texte. On constate également que l'accent grave n'est pas seulement utilisé pour indiquer le A préposition. Vous voyez qu'il y a par exemple ces mots là, donc même pour là, on utilise déjà l'accent grave, mais on l'utilise aussi pour distinguer ou adverbe et ou conjonction. Et on commence à percevoir aussi quelques distinctions de I et J, notamment, par exemple, dans je ne sais pas s'il y en a. Non, il n'y en a pas ici. Je crois qu'il n'y en a pas ici dans ce passage, mais vous verrez que dans quelques cas, dans l'extrait que vous avez dans le dossier des textes, Molière utilise correctement le J à la place du I. La dernière chose que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'il y a là l'emploi de l'accent grave, de l'accent aigu, pardon, non seulement à la fin des mots, comme c'est désormais devenu une habitude, mais aussi, comme pour le cas de pu, euh, une forme pour marquer l'allongement de la voyelle, là où on a éliminé, par exemple, un S. Alors, vous voyez, par exemple, le cas de décrier, mais aussi le cas de énoncer, dans lequel il n'y a rien d'éliminé, mais on remarque de toute façon que le et doit être prononcé de manière complète, de manière fermée, et on utilise de manière correcte l'accent aigu dans ce cas-là. Une, une dernière observation qu'on peut faire sur ce texte est l'emploi du verbe avouer. Alors vous voyez là, je vous avais dit que ce mot serait revenu dans un autre texte. Nous avons vu chez Sorel que ce mot était écrit encore avec le D non prononcé étymologique. Par contre, dans le texte de Molière, ce D est justement éliminé. Donc on a l'utilisation de avouer avec l'élimination du D étymologique, une forme qui se rapproche encore du français moderne. Dernière chose, on passe donc au mot souligné en vert, et là, vous voyez les exemples. Je vous laisse lire tout l'extrait pour mieux comprendre le langage dont Molière fait la satire, le langage précieux de ces cercles mondains aristocratiques. Par exemple, vous voyez là justement l'emploi des adverbes en dont on avait parlé dans la première partie de la séance. Furieusement, vulgairement. Mais vous avez aussi l'emploi de ces formules
très particulières, ces tournures qui sont typiques du langage précieux. Par exemple, lorsque une servante vient annoncer un visiteur et dit, voilà un laquais qui demande si vous êtes au logis et dit que son maître vous veut venir voir. Alors la réponse des précieuses est justement, apprenez à ne pas parler de manière vulgaire, il faut dire, voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité d'être visible. Ça, c'est la tournure typique qui se voudrait élégante, mais finit par être ridicule, justement. Tournure typique du mouvement précieux dont Molière, dans cette pièce, fait la critique, fait la satire. Le deuxième texte de Molière dont on ne parlera pas est par contre un texte, vous verrez dans le dossier des textes, qui est utile pour voir justement l'importance fondamentale de l'aspect critique. C'est une pièce écrite par Molière justement pour mettre en scène le débat critique qui concerne l'œuvre précédente. Alors Molière avait écrit une pièce théâtrale qui s'intitulait L'école des femmes, et dans une pièce suivante, il écrit la critique de l'école des femmes, dans laquelle il met en scène tout un débat critique sur son propre œuvre, en faisant l'écho probablement de positions qui ont été réellement exprimées dans le débat critique dans la société de l'époque. Donc c'est toujours important et intéressant de remarquer que cet aspect critique est omniprésent dans le débat culturel du XVIIe siècle. Mais je vous laisse voir ce texte dans le dossier et je passe au dernier texte qui nous occupera aujourd'hui. C'est un texte dont on n'a pas parlé dans la partie d'introduction à l'histoire externe, mais c'est tout de même un texte très important. C'est La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Alors, Madame de Lafayette est une auteure qui s'est formée, si vous voulez, dans les salons des précieuses, justement. On sait qu'elle a participé au salon de la marquise de Rambouillet et qui faisait partie aussi du cercle littéraire de Madeleine de Scudéry. Mais on ne peut pas considérer Madame de Lafayette une précieuse. Alors déjà, je vous ai dit que finalement, ce mouvement n'est pas un véritable mouvement, mais c'est juste une mode qui a été caricaturée par Molière. Et en particulier pour Madame de Lafayette, qui écrit son œuvre vers la fin du siècle, pour ainsi dire, on peut constater qu'il n'y a rien de ce qui avait été critiqué du mouvement précieux. Au contraire, c'est un roman d'une grande modernité, un roman qui a eu un succès extraordinaire à l'époque et qui montre aussi l'importance des femmes dans la littérature et dans la vie culturelle du XVIIe siècle. Le roman de Madame de Lafayette, d'ailleurs, est considéré comme le prototype du roman d'analyse psychologique, un roman qui a très probablement inspiré aussi des écrivains du XIXe siècle tels que Balzac. Mais venons donc à l'analyse du texte. On essaiera de voir quelques formes comment dire, d'orthographe. Je vous ai dit, c'est un texte qui a été écrit vers la fin du siècle, lorsque tous les textes théoriques sur la question de la langue avaient déjà été publiés, à l'exception du dictionnaire de l'Académie française, dont on parlera dans la prochaine séance de la semaine prochaine. Mais donc, c'est un texte qui montre une grande modernité de la langue et une grande modernité aussi d'un point de vue de l'orthographe. Donc, la réforme orthographique du XVIIe siècle a déjà eu lieu et on peut constater justement certaines formes dans ce cas. Notamment, alors, si on constate qu'à cette époque encore, mais ça durera encore au XVIIIe siècle, on écrit très souvent le S suivi de consonnes qui n'étaient pas prononcées, et là on a par exemple les exemples de ota, vous voyez, persuada ou etue.
Vous voyez que toutes ces formes prévoient le S graphique, même si ce S n'est plus prononcé. Mais à côté de ça, nous avons des formes déjà plus modernes comme témoigne. Alors là, dans la graphie archaïque, on devrait avoir un S. Et par contre, on commence à voir à cette époque que certaines graphies modernes commencent à faire surface. Et on a l'emploi correct de l'accent aigu sur le « et » pour montrer l'allongement de la voyelle à cause de la chute de la consonne S. Nous avons tout de même, au-delà de ça, d'autres formes encore un peu archaïques, comme le verbe savoir écrit avec SC, ainsi que certains redoublements consonantiques, comme par exemple dans la forme conduit. Cela dit, nous voyons que le Y est moins abusé, pour ainsi dire, dans ce texte, mais il est toujours présent, surtout dans le pronom lui, par exemple. Dans d'autres formes aussi, mais dans des formes qui restent aussi en français moderne, telles que le verbe voyait. Ailleurs, on ne le voit pas très fréquemment, donc on voit qu'il y a là une modernisation de la graphie. L'autre chose qu'on peut constater, c'est que dans certains cas, le E en hiatus est encore maintenu d'un point de vue graphique, même s'il n'était plus prononcé. C'est le cas de assurer. Donc là, c'est le verbe assurer qui est écrit encore avec le E en hiatus. Et on a dit que ce phénomène est un phénomène qui désormais, dans la phonétique courante, est éliminé. Le E en hiatus n'est plus prononcé. Mais à côté des formes, justement, archaïsantes dans la graphie, on trouve des formes modernes, comme l'exemple de pu, par exemple. Là aussi, dans la graphie archaïque, on aurait écrit EU, avec un E en hiatus, qui par contre, ici, est éliminé et remplacé par le U avec accent circonflexe. Si vous lisez attentivement le texte de l'extrait de La Princesse des Clèves, vous remarquerez que le lexique utilisé est un lexique très simple et au caractère abstrait et allusif. Donc, c'est un lexique qui a reçu, qui a accepté l'enseignement des puristes de Malherbe et de tous les autres puristes qui ont suivi Malherbe. Donc le choix lexical est très moderne et en tout cas conforme à l'attitude puriste typique du XVIIe siècle. Et l'autre trait de modernité de cet extrait, par exemple, est marqué par l'ordre des mots qui est déjà celui du français moderne. Un autre trait dont on a parlé aussi dans la partie de phonétique est la présence constante du sujet pronominal anaphorique. Vous voyez, dans cette phrase, elle alla, etc., mais elle évitait, qu'elle lui ôta. Donc, dans une phrase, on reprend de manière systématique le pronom sujet, ce que dans la langue archaïque n'était pas le cas. On pouvait éliminer cette reprise du pronom sujet. Mais nous avons vu que justement, là, c'est un des préceptes de Vaugelas qui impose la reprise systématique du pronom sujet. Et nous voyons que cette règle est appliquée par Madame de Lafayette dans son texte. Une autre chose intéressante qu'on voit, et qui fait partie encore un peu de l'aspect plus archaïque de la graphie de cette époque, est la présence de trois possibles formes de négation. Alors, d'un côté, vous avez ne pas, ce qui correspond à la négation moderne, n'était pas. D'accord? Mais on peut avoir encore des formes telles que n'était point, ce qui correspond encore à une forme, pour ainsi dire, médiévale de la négation, qui pouvait utiliser beaucoup de formes après le ne. Et, troisième forme, on peut utiliser le ne tout court, pas suivi par d'autres mots, comme dans ce cas, dans ces actions qui ne lui persuadent le contraire.
Donc il n'y a rien d'autre à part ce ne. Alors, je crois que c'est tout du point de vue des observations sur les textes aujourd'hui. Je voudrais juste vous prévenir d'une chose. Pour les autres observations de syntaxe, comme je vous ai dit dès le début, dans ce cours, on se concentre surtout sur la phonétique et sur l'orthographe, avec quelques observations de morphologie et de syntaxe, mais on ne peut pas approfondir les aspects syntaxiques. Mais cet extrait est analysé aussi dans le manuel de Perret, et donc vous pouvez vous référer au manuel pour les observations de caractère syntaxique. Alors, je vous préviens d'une chose. Pour ce qui est de la graphie des textes, il faut vous fonder toujours sur le dossier et non pas sur la graphie utilisée dans le manuel de Perret, parce que Perret souvent reprend des éditions modernisées dans lesquelles la graphie ne correspond pas parfaitement à la graphie originale. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que lorsqu'il y a des observations chez Perret qui contredisent celles qu'on a vues dans les textes, il faut se fonder sur ce que nous avons dit. Encore une fois, parce que dans certains cas, puisque Perret se fonde sur un texte qui n'est pas vraiment le texte original, certaines de ces observations concernent justement la graphie et la forme de l'extrait qu'il a utilisé, et ça ne correspond pas forcément à la réalité. Donc, s'il y a contradiction entre les observations que je fais dans le cours et celles que vous trouvez chez Perret, dans le manuel de Perret, il faut se tenir à ce que je dis dans le cours. Et c'est donc tout aujourd'hui pour la séance d'aujourd'hui. Je m'excuse encore une fois pour la longueur, mais c'était important de voir toute une série de choses que je voulais que ce soit clair. La prochaine fois, on finira donc l'analyse du XVIIe siècle.